Bonsoir, nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour. Merci de nous choisir encore, mesdames et messieurs. Eh bien, post-électorale, comment gérer ou alors observer et comprendre les situations post-électorales. La victoire, elle se réclame toujours après avoir été confirmée par la Cour constitutionnelle. Eh bien, la dynamique Podro la réclame. L'ANC parle d'une élection fantaisiste et des chiffres fantaisistes ou alors demande clairement l'annulation pure et simple des résultats tels que confirmés par la Cour constitutionnelle. Aussi, certaines organisations de la société civile demandent l'annulation de ces élections. Que comprendre exactement, comment s'y prendre effectivement pour véritablement atteindre le but réel de la démocratie. Une petite analyse encore cet après-midi dans cette émission avec ici au plateau Monsieur Credo. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Monsieur Serono, c'est un plaisir. Je rappelle, vous êtes le directeur de publication du journal Le Médium. Merci d'être à ce plateau encore avec nous. Très bien, journaliste, vous avez un regard analytique ou alors analysateur ou alors très bien sur l'évolution de la situation post-électorale. Que direz-vous aujourd'hui si vous avez donné l'occasion de faire une précision sur pour faire une précision, donc je dirais que nous sommes sortis de la présidentielle du 22 février avec l'élection du président Faure Gnassingbé qui a été reconduit, le candidat du parti UNIR, qui a été dans un premier temps par les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, proclamé vainqueur, mais qui a été confirmé aussi du côté de la Cour constitutionnelle avec un léger réajustement en termes de pourcentage obtenu. Donc le deuxième arrivé, qu'on a l'habitude d'appeler le candidat malheureux, c'est l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo, qui joue toujours dans la contestation. Il faut rappeler cette nuance que M. Agbeome Kodjo, en tant que candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, s'était autoproclamé quelques heures avant les résultats officiels de la CENI, président élu de la République togolaise, avec élu démocratiquement entre une fourchette de 53 et 67%. Donc il l'a fait la veille de la proclamation des résultats par la CENI. Donc nous étions dans cette dynamique à observer les développements politiques lorsque la Cour constitutionnelle a non seulement enregistré les recours formulés par le candidat malheureux Agbeome Kodjo, des recours qui contestaient même la régularité du scrutin, et M. Agbeome Kodjo qui a dans ses recours insinué également le bourrage des urnes et également de l'intimidation sur les délégués de l'opposition jusqu'à ce que ces personnes aient été renvoyées des bureaux de vote. Donc là, et nous avons vu, avant que la Cour constitutionnelle ne délibère sur les résultats proprement dit, la Cour constitutionnelle a vidé les recours. Même si les recours ont été acceptés, mais la Cour constitutionnelle a jugé les recours non fondés parce que ne reposant pas sur de bases solides, il n'y avait pas de preuves. Donc c'était des supputations, donc si on fait la lecture de la chose. Alors vous, journaliste, est-ce que vous trouvez qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir soutenir ces allégations? Je prendrai au mot le directeur ou bien le coordonnateur général de la campagne de M. Agbeome Kodjo, M. Philbert Atisso, que vous connaissez bien, un ancien confrère, qui a déclaré malheureusement sur une antenne de la capitale qu'il n'était pas en possession des procès verbaux, qu'ils sont dans la dynamique de collecter les PV. Alors que les mêmes personnes avaient, au cours d'une conférence de presse, la nuit même du vote, de donner même des chiffres, des pourcentages à leur candidat, soi-disant c'est lui. Je crois qu'il disait qu'il n'était pas en possession de tous les PV. Alors c'est différent. Non, mais il n'était pas. Non, s'il n'était pas en possession. Mais ce qu'ils ont, ont déjà à leur niveau, quand même, leur donnait un avantage, un grand avantage sur. Là, on ne peut pas dire qu'ils ont des résultats des PV partiels. Donc les PV partiels ne feront pas la globalité.
Donc là même, quitte à savoir s'ils ont pu verser ces PV partiels dans la formulation de leur recours. À suivre le délibéré, donc c'est que la Cour constitutionnelle estime qu'ils n'ont pas prouvé, disons, les mobiles réels de leur recours. Donc je faisais, disons, ce parallélisme pour dire que en fait, les recours, on a entendu les acteurs principaux de la dynamique, Monseigneur Podro, contester les élections, mais au niveau de la Cour constitutionnelle qui délibère en dernier ressort concernant la matière électorale, donc il n'y a pas la dynamique, Podro, bien le candidat de cette dynamique n'a pas su prouver les allégations avancées. Donc là, logiquement, la Cour constitutionnelle a fait son travail et a confirmé non seulement la victoire du candidat du parti UNIR, mais avec un réajustement de 72%, c'est passé à 70,78% si j'ai bonne mémoire. 70,78%. Alors vous n'avez pas été surpris par ces chiffres? Non, mais je ne marquerai pas de surprise parce que il y a une gangrène avec l'opposition togolaise, c'est que l'opposition togolaise a pris le vilain plaisir de cantonner ses actions dans la capitale. Et lorsque vous n'arrivez pas à assurer le maillage du territoire, à aller dans les tréfonds du pays, lorsque vous n'allez pas vers les populations aux quatre coins du pays en vendant votre projet de société ou bien de gouvernance, donc là, lorsque vous n'êtes pas présent, tout d'abord, dans tous les bureaux de vote, sur quoi vous allez vous baser pour dire qu'on vous a triché? Donc là, lorsqu'on fait la politique et puis on se cantonne dans la capitale, et notamment sur les médias, sur les radios et les télévisions de la capitale, donc c'est qu'on perd de l'électorat du côté de l'intérieur du pays. Selon vous, ça a joué en défaveur de l'opposition? Oui, en politique, le maillage du territoire est très important. Vous avez vu, si nous considérons la région maritime, les acteurs de la dynamique Podro ont non seulement glané sur l'électorat de M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, mais nous avons, si nous comparons les résultats de la région maritime, par exemple, à une région du nord du pays, donc vous verrez que ce n'est pas l'équilibre, parce que la dynamique Podro a bien travaillé dans Lomé, la capitale, et lorsqu'on dit même bien travaillé, c'est qu'à un certain moment, M. Jean-Pierre Fabre et son parti, l'ANC, n'avaient plus la confiance de l'électorat de la région maritime, et les gens ont préféré porter leur voix, pas sur directement le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, mais sur l'homme de Dieu, l'homme d'église qu'est Monseigneur Podro. Donc là, vous verrez, lorsque nous comparons les dernières présidentielles de 2010 à 2015 avec 2020, on verra que la présidentielle de 2000, je crois que c'est de 2010 ou 2015, à laquelle M. Agbeome Kodjo a participé, nous avons vu ce que M. Agbeome Kodjo valait réellement. Donc c'est dire seulement que, en termes d'analyse, c'est l'aura de Monseigneur Podro qui a permis même que M. Agbeome Kodjo puisse se vanter aujourd'hui d'avoir les 19%. Parce que sans cela, sans, disons, cette compassion, ou bien sans cet accompagnement de l'Église catholique, qui a trouvé en la personne de Monseigneur Podro un allié ou bien un des leurs qui pourrait faire l'affaire. Donc là, il serait difficile pour le candidat du MPDD de détrôner M. Jean-Pierre Fabre de l'éternelle deuxième place. Très bien, vous avez parlé tantôt de maillage et de pays. Ça veut dire que la dynamique Podro n'a travaillé vraiment que dans la région maritime. Et n'oubliez pas, l'ANC également est sur tout le terrain. À l'intérieur même du pays, on retrouve un peu l'ANC partout. Mais le score de cette fois-ci ne dénote quand même pas un parti qui est vraiment un grand maillage. Donc le problème ne se trouvera pas forcément à ce niveau-là. Non, je persiste, j'insiste, le problème se trouve au niveau du maillage. Une chose est d'avoir des démembrements à l'intérieur du pays, mais lorsqu'on ne fait pas fonctionner ces démembrements-là, les résultats ne suivent pas. Nous avons vu M. Jean-Pierre Fabre, le candidat de l'ANC, a fait des campagnes à l'intérieur du pays. Mais est-ce que M. Jean-Pierre Fabre est parti même dans les villages? Donc il s'est cantonné seulement aux villes. Je suis tenté de dire aux villes visibles. Le candidat Fornia Sigbe n'était pas aussi dans tous les villages. Non, mais lorsque nous comparons, lorsque nous faisons l'analyse
de la campagne telle menée par le candidat du parti uni, il était presque partout. Et c'est normal, c'est normal parce qu'il y avait eu quand même les moyens. N'oubliez pas que cette campagne a été sevrée aussi d'un accompagnement financier. Oui, là, je dirais les moyens, je ne pourrais pas parler de moyens de l'utilisation des moyens de l'État. Je n'ai pas dit ça, j'ai parlé juste des moyens. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est que les gens ont tendance à faire, disons, cette analyse de la chose. Mais il nous en souvient aussi que un des ténors ou bien un des responsables du parti, en l'occurrence le ministre Christian Trimois, qui a dit que ce qu'ils ont utilisé, ce sont les ressources propres du parti. Et ils sont allés même sur un terrain de l'utilisation d'un hélico. Donc il a dit, en fait, ce sont les ressources propres à ce parti. Donc moi, sur ce plateau, je n'ai pas les éléments nécessaires, je n'ai pas les outils nécessaires pour dire tel a fait campagne avec des moyens dont je ne peux prouver l'existence. Mais c'est déplorable aussi le fait que les candidats n'aient pas très tôt rentré dans ce que l'État a voté comme dotation. Je voudrais parler des 43 millions. Donc là, ça c'est un fait qu'il faut déplorer. Et ça également, c'est... Moi, c'est fait à dessein. Moi, je ne saurais le dire. Visiblement. Je ne saurais le dire, mais je sais que c'est de la responsabilité du ministère de l'administration territoriale qui a même tenté de donner des excuses comme quoi les démarches administratives n'ont pas été enclenchées en temps ou bien n'ont pas eu cette diligence-là. Donc je crois que ce sont des arguments qui ne valaient pas la peine. Une fois que ça a été voté, et avec le pourcentage qu'on doit répartir aux candidats retenus par la Cour constitutionnelle, normalement, la diligence devrait être faite au niveau du ministère de l'administration pour que les candidats puissent avoir les fonds nécessaires avant le début de la campagne. Quelle interprétation faites-vous de cela? Quelle interprétation? Non, mais moi je fais un constat. Les fonds n'ont pas été mis à disposition à temps des candidats, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas eu avant la fin de la campagne. Nous déplorons. Je déplore le fait que les candidats n'aient pas pu rentrer. Non, jusqu'à la fin de la campagne, ils n'avaient pas eu le fonds. Là aussi, donc c'est un autre côté qui est gravissime de la situation. Donc il faut demander au ministre comment est-ce que les formalités administratives n'ont pas été faites à temps. Et eux, là où le bas a blessé, est-ce que c'est au niveau du trésor public que le retard a été accusé pour qu'à l'avenir, de telles choses ne se répètent plus. Très bien, ça c'était juste une parenthèse. Mais revenons-en maintenant à ce qui a joué à l'avantage du candidat du parti au pouvoir et au désavantage, bien sûr, des candidats de l'opposition. Parce que, souvenez-vous, il n'y a pas que la dynamique Podro qui réclame ou qui rétorque ces élections. La quasi-totalité d'ailleurs de l'opposition a dit, était aussi furieux par rapport aux résultats, et aussi les différents partis d'opposition, 3 notamment, réclament aujourd'hui que justice soit faite ou alors aller à un autre scrutin ou alors revoir les choses. Donc quand vous dites aujourd'hui que le candidat d'UNIR était aussi dans un grand rôle de remporter ces élections avec ces grands chiffres parce qu'il avait quand même réussi à sonder tout le terrain, à aller sur tout le terrain et à revisiter tous les villages, je me dis peut-être que là n'est pas le problème, peut-être le problème est ailleurs. Que dites-vous de ces allégations et selon lesquelles il y a eu des bulletins prévotés et tout? Est-ce que vous avez mené des enquêtes sur ce sujet? Là, je ne saurais me prononcer sur des bulletins prévotés. Ce que je sais, le candidat de la dynamique, Podro, a animé une conférence de presse, a montré des spécimens de bulletins prévotés et il a nommément accusé l'imprimerie Toundé à Cotonou. On a également suivi, disons, la sortie médiatique de M. Toundé qui a dit qu'il ne se reconnaît pas dans les accusations formulées par M. Kodjo. Ça, c'est le premier point. Je voudrais également aller sur le terrain du maillage politique du territoire dont je faisais allusion. Vous savez, le président sortant était dans cette campagne à double titre. Il voulait encore ce mandat, mais il avait également l'obligation de défendre le mandat finissant. Donc là, et n'oublions pas qu'en se repositionnant, il s'inscrit toujours dans une logique de conservation du pouvoir. Si ce n'était pas l'idée, donc il ne serait pas candidat. Donc là, son mandat, donc il a su présenter les acquis
ou bien les réussites de son mandat aux électeurs qui l'ont encore plébiscité. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que les résultats... Vous parlez qu'il y a eu de plébiscite. Hein. Oui, non, mais il a été plébiscité. Et nous avons suivi, vous et moi, nous avons suivi, disons, les campagnes sur le terrain. Comment est-ce que l'engouement était? Au-delà, ce n'est pas parce qu'en 2017, il y a eu ce 19 août où le pouvoir en place a été secoué par les manifestations qu'on va dire que cela ne saurait, ou bien le score obtenu par le candidat du Parti uni ne saurait être justifié. Et donc, il y a un travail qui a été fait. Au moment où la classe politique de l'opposition restait à l'OE, discutait des menus feuilletés, les gars du Parti uni étaient déjà sur le terrain. Donc là, certes, la période de campagne, c'est la période de promesses. Mais ils ont fait des promesses aux gens. Maintenant, quitte à voir si les promesses-là seront réalisées sur les 5 années, sur les 5 années à venir. Donc, je voudrais également qu'on revisite un peu le comportement du parti, l'Alliance nationale pour le changement de M. Jean-Pierre Fabre. Au soir même du vote, nous avons suivi une déclaration de son directeur de campagne qui a reconnu que les deux candidats en avance sont Faure Gnassingbé et M. Agbeyome Kodjo. Et qu'il est renvoyé au deuxième tour. Non, et qu'il a dit qu'ils sont susceptibles d'aller au second tour parce que ce n'est pas l'ANC qui proclame les résultats. Ce qui voudrait dire que l'ANC, qui avait le vent en poupe il y a de cela quelques années, a reconnu, disons, sa chute au niveau de l'élection. Et là, les résultats qui ont été donnés aussi bien par la CENI que confirmés par la Cour constitutionnelle ont placé l'ANC en 3e position. Mais là où il y a, disons, une surprise assez négationniste, c'est le vote face qu'a fait, disons, depuis quelques jours, le parti de M. Jean-Pierre Fabre, qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO en vue de l'annulation du scrutin parce qu'ayant relevé quelques anomalies. Donc voilà un peu le schéma qu'on va faire. Donc je ne voudrais pas m'intéresser aux 5 ou bien aux 4 autres candidats parce que c'est vrai, il y a également le professeur Aimé Gougué qui n'est pas d'accord avec, disons, les suffrages exprimés ou bien avec les résultats donnés. Et il y a également d'autres candidats qui ont pris acte des résultats de ces élections. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un déficit de travail du côté de la classe politique de l'opposition. Il faut que la classe politique de l'opposition investisse beaucoup plus le terrain et puisse également contrôler la chose électorale. S'ils avaient, j'imagine, s'ils avaient des délégués, des représentants dans les 9386 ou 89 bureaux de vote, je crois qu'ils parleraient aujourd'hui avec des preuves. Tout en faisant cette nuance aussi, parce que nous avons écouté une intervention de M. Patrick Lawson, de l'ANC, le directeur de campagne de Jean-Pierre Fabre, qui refutait, qui contestait un peu également, disons, la supposée ou bien la prétendue victoire de M. Agbeyome Kodjo. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont été saisis au niveau de l'ANC pour que l'ANC accompagne la dynamique positive dans la revendication de la victoire de leur candidat. Mais lorsqu'ils ont demandé aux candidats ou bien à toute la dynamique de Monseigneur Kodjo d'apporter les preuves, ils ont été incapables. L'audio, ça circule et l'audio là, c'est de M. Patrick Lawson. Donc c'est dire qu'au niveau de l'opposition, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire et ils ne sont pas conséquents et ils ne font pas dans la vérité. Ils font toujours économie de la vérité. Lorsque vous avez raté un match, mais avisez-vous, vous n'avez pas bien joué, mais les défaillances proviennent d'où? À la prochaine occasion, vous allez corriger. Mais si vous essayez toujours de vouloir cacher le soleil par la main, donc vous ne pouvez jamais évoluer. Très bien. Et donc, selon vous, aujourd'hui, la contestation de la dynamique Kodjo ne pourra pas aboutir? Non, du moment où la Cour constitutionnelle a déjà tranché. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. Est-ce que c'est par la rue que la dynamique Kodjo va arracher, disons, le fauteuil présidentiel? Non, les textes de loi sont là. Et M. Agbeyome Kodjo même a dit que lui, il est légaliste, donc qu'il respecte les textes de loi. Donc s'il respecte, il nous en souvient aussi. Je fais cette parenthèse. En 2015,
Lorsque M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC contestait, disons, sa victoire, sa prétendue victoire, nous avons vu M. Agbéomé Kodjo sortir pour dire que lorsque les missions étrangères d'observation font des déclarations, lorsque la Cour constitutionnelle tranche, donc c'est le dernier recours, donc monsieur Jean-Pierre Fabre, en ce moment-là, devait se ranger. Mais aujourd'hui, cette même théorie s'applique à lui. La même phrase lui a été servie la dernière fois par malheureusement un cadre de parti UDIR, en la personne de Charles Kondi Agba. Oui, non, mais moi je crois que c'est la même situation qu'il est en train de vivre. Donc il n'a qu'à prendre son courage à deux mains, se repréparer pour les échéances de 2025. Bon, ça c'est votre analyse peut-être de la chose, mais vous n'êtes pas sans savoir que le docteur Gabriel Agbéomé Kodjo serait en ce moment même devant une commission parlementaire et se dirigerait vers une éventuelle, si, bien évidemment, oui, les choses évoluaient dans les mêmes conditions. Oui, hier les choses ont évolué. Très rapidement. Et ont évolué parce que le procureur de la République a saisi la présidente de l'Assemblée nationale en vue d'une demande de levée de l'immunité parlementaire du député. Est-ce qu'il faut en arriver là? Non, je crois que les textes le prévoient aussi. Lorsque vous êtes député, ce n'est pas que vous êtes au-dessus de la loi. Et les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipulent bien de choses. Et lorsque nous revisitons cela, c'est que dans quelles conditions on doit lever l'immunité parlementaire pour un député, c'est bien dit. Donc c'est sur saisine du procureur de la République dans une correspondance adressée au président ou bien à la présidente de l'Assemblée nationale qui enclenche le processus. Et là également, lorsqu'il s'agit d'un député, donc il faudrait qu'on crée une commission spéciale. Et également, nous avons vu le courrier ou bien le décret mettant en place cette commission spéciale qui devrait écouter normalement M. Agbéomé Kodjo ce matin à partir de 9h. Avec cette nuance, je précise que dans la lettre de transmission de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est bien dit que M. Agbéomé Kodjo pouvait se présenter comme se faire représenter. Et aux dernières nouvelles, donc, il se serait représenté par un autre député du MPDD, M. PV, qui est de son parti, qui était devant la commission spéciale. Donc là, je ne sais pas, je ne puis dire à cet instant T si, disons, les travaux de cette commission spéciale ont été déjà vidés, parce que la décision de la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbéomé Kodjo ne saurait être prise au sein de cette délibération, de cette commission spéciale. La commission spéciale va écouter M. Agbéomé Kodjo sur ce que le parquet lui reprocherait, les charges qui sont retenues contre lui, ce qu'il a à dire. Donc, la commission spéciale, dans son rapport, va verser cela. Et au cours d'une session plénière, d'une séance plénière de l'Assemblée, le sujet sera mis sur le tapis et les députés auront à voter aux 2/3. S'ils votent aux 2/3 pour la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbéomé Kodjo, cette levée et cette immunité parlementaire lui sera retirée et là, il fera face à la justice. Alors, vu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut s'attendre alors à un miracle pour avoir la non-levée de l'immunité parlementaire? Non, mais moi, lorsque nous voyons la configuration de l'Assemblée, donc ça sera comme une lettre à la poste. Ayons le courage de le dire. Ça sera comme une lettre à la poste. C'est vrai, les députés vont débattre du sujet. Et je me réjouis aussi que les textes de l'Assemblée nationale prévoient la composition même de cette commission spéciale. Et au sein de cette commission spéciale, il y a un certain Jerry Tama. Et je sais qu'il va essayer de poser les questions idoines afin d'avoir beaucoup d'éléments de précision, d'appréciation. Maintenant, le travail se fera au niveau de nos députés. Il faut dire, lorsque les députés sont au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne représentent plus tellement leur parti, mais ce sont les députés de la nation, de la République. Et ils vont mener, s'il faut voter, ils vont voter en toute âme et
conscience parce que c'est également une responsabilité devant l'histoire. Selon vous, qu'est-ce qui est reproché au candidat Agbeome Kodjo? Non, qu'est-ce qui est reproché au candidat Agbeome Kodjo? Ce n'est pas à moi de l'inventer, mais c'est dans le courrier. Et c'est dans la saisine du procureur. Parce qu'on l'accuse qu'il a utilisé les emblèmes et puis les insignes de l'État de la République abusivement, ce qui tombe sous le coup de la loi pénale. Et également, dans la correspondance de monsieur le procureur de la République, la scène qui a été décriée, même par les chrétiens catholiques, le fait qu'on ait remis le drapeau togolais à M. Agbeome Kodjo au cours d'une célébration eucharistique à la paroisse Saint-Kizito, ça se retrouve également dans le courrier. Donc il y a également des soupçons d'atteinte, disons, à la sûreté de l'État. Donc je crois que ce sont des charges qui seraient retenues contre le député Agbeome Kodjo. Donc je crois que dans toute justice normale, il aura également sa voix au chapitre pour se défendre. C'est cela. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment même, il y a une conférence de presse, ou alors qui s'est tenue déjà ce matin, et certaines des phrases du prélat sont telles: il faut marcher sur mon cadavre pour pouvoir arrêter le candidat Agbeome Kodjo. Alors, vers quoi s'achemine-t-on? Oui, c'est vrai, le prélat a animé, ou bien la dynamique a animé en présence du prélat une conférence de presse ce matin. Ça a commencé à 11 h, au domicile du candidat malheureux Agbeome Kodjo. Et les informations que nous avons eues à un certain moment, il y aurait eu également des encerclements de la maison de M. Agbeome Kodjo, le candidat malheureux à la dernière présidentielle, par des forces de sécurité et de l'ordre. Donc là, et les déclarations que nous avons suivies, les audios, les vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux, Monseigneur Kodjo a dit, essaie de ramener à sa personne ce qu'on reprocherait à M. Agbeome Kodjo. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses, même ce qu'il a dit, ou bien ce qu'il aurait dit pendant la campagne sur les affaires des incendies. Monseigneur Kodjo a dit qu'en fait, c'est en termes de confessionnal qu'il a eu ces confessions de la part de l'acteur principal, M. Mohamed Loum, que c'est lui qui a raconté cela, ces révélations, et que M. Agbeome Kodjo n'a fait que reprendre ces révélations-là. Donc, c'est vrai, Monseigneur Kodjo est allé loin jusqu'à dire qu'il restera là-bas et que s'il faut arrêter monsieur le député Agbeome Kodjo, donc qu'on marcherait sur son cadavre. C'est trop dire, parce qu'on ne va pas souhaiter qu'on marche sur le cadavre de Monseigneur Kodjo, parce qu'il a eu à jouer à des moments clés de notre histoire politique un rôle. Donc là, mais moi je crois que il parlait beaucoup plus sous le coup de la désolation, de l'émotion, et vu son âge avancé aussi, on peut lui excuser un certain nombre de propos. Alors pour vous, c'est lié à son âge, ça n'a rien à voir avec la vérité qu'il est en train de défendre. Hein? Non, du moment où le procureur de la République a notamment retenu des charges contre M. Agbeome Kodjo, c'est à M. Agbeome Kodjo de se défendre, d'aller devant les juridictions. Si on levait, je dis bien si on levait son immunité parlementaire, c'est à lui de se défendre. Maintenant, s'il a des éléments de défense, donc il peut les brandir. Et en ce moment-là, Monseigneur Kodjo pourrait se substituer à un élément de défense. Alors pour l'instant, il n'a pas à jouer le rôle de défenseur. Oui, non, mais Monseigneur Kodjo, logiquement, est dans une dynamique. C'est lui qui aurait choisi M. Agbeome Kodjo parmi un lot de candidats de l'opposition sous l'onction de l'Esprit Saint. Donc c'est une grande responsabilité pour lui. Et c'est lui qui a encore encouragé M. Agbeome Kodjo à non seulement revendiquer sa victoire, mais à poser un certain nombre d'actes qui se retrouvent devant la loi. Alors aujourd'hui, face à toute cette situation, où se trouve, ou alors l'opposition togolaise aurait effectué encore des grands pas en arrière, ou est-ce qu'il y a encore à encourager des attitudes pour une maturité de l'opposition togolaise? Moi, je crois que l'opposition togolaise, dans sa configuration actuelle, a fait son chemin. Ils ont combattu à un certain moment le bon combat, ils ont achevé leur course
d'où la nécessité de renouvellement de la classe politique de l'opposition. Il faut des idées nouvelles pour essayer d'amorcer la lutte politique. Parce que vous verrez que tout ce que M. Agberoume Kodjo est en train de faire aujourd'hui, ce sont des redites ou bien des choses qu'on a déjà vues, mais qui n'ont jamais prospéré. Pourquoi s'investir encore dans cette posture-là? La seule innovation, c'est qu'il a nommé son Premier ministre. La seule innovation, c'est qu'il a utilisé abusivement l'armoirie de l'État. Et la seule innovation, c'est que ceux qui se réclament de lui seraient partis du côté du Canada pour essayer de déloger l'ambassadeur qui est là-bas. Donc c'est la seule innovation. Mais cette innovation, est-ce qu'elle est positive pour l'image de notre pays? Ça, c'est la grande interrogation. Donc là, à analyser la situation aujourd'hui, je crois que l'urgente nécessité, c'est d'arriver à renouveler la classe politique, surtout celle de l'opposition, qui pense que si ce ne sont pas eux, donc d'autres personnes n'en sont pas capables. Malheureusement, on a vu des opposants qui aujourd'hui sont devenus des professionnels de l'opposition. Leur travail, c'est l'opposition. Donc, ce sont des gens qui végètent dans l'opposition. Et à force de végéter dans l'opposition, donc on n'a plus, disons, une certaine force de proposition. Parce qu'ils sont tout le temps dans les calculs politiques. Et ce sont les gens qui, abusivement, parlent du peuple, des populations, mais qui ne font que penser à leur propre aisance sociétale. Vous parlez de la classe de l'opposition, mais il y a aussi le pouvoir en place qui doit aussi retrouver ce sang neuf. Dans une certaine mesure, c'est valable également pour le parti au pouvoir, mais avec, disons, ce bémol que nous avons vu depuis les dernières élections législatives, comment est-ce que le leadership au sein de ce parti est en train d'être renouvelé. Avant 2018, donc on ne parlait pas de M. Christian Trimoy comme verbe, on ne parlait pas de M. Malik Natchaba aussi comme verbe, mais il y a déjà un travail. Donc là, et également la force de ce parti présidentiel, si on peut le dire ainsi, c'est qu'ils sont tout le temps dans l'anticipation. Ils anticipent. Alors que ceux qui sont en face, ceux qui sont leurs opposants professionnels, attendent que la situation dégénère et qu'ils reproduisent les mêmes stratégies qui ne gagnent pas. Et vous savez, lorsque vous faites dans le développement personnel, il y a quelque chose qu'on appelle la vision. On te dit, il faut que, en tant qu'acteur de développement, que tu aies une vision. Une chose est d'avoir la vision, une chose est de s'assigner une mission, et une chose est également de définir les stratégies pour se donner les moyens de réaliser tout ce circuit-là. La classe politique de l'opposition, est-ce que cette classe a réellement une vision politique? Est-ce que cette classe s'est assignée une mission politique? Est-ce que cette classe développe des stratégies politiques? On ne voit rien. Ce sont des choses qu'on réchauffe et des choses qui ont déjà fait leur chemin. Et donc pour vous aujourd'hui, il faut parler d'un émoussement de la classe politique de l'opposition avec ce scrutin du 22 février. Je voudrais t'emprunter l'expression. Donc aujourd'hui, on voit que la classe politique de l'opposition est beaucoup plus disloquée parce que, vous savez, la démarche même de Monseigneur Kodjo a contribué beaucoup plus à diviser cette classe politique-là. À diviser cette classe politique de l'opposition. Monsieur Jean-Pierre Fabre de l'ANC a eu le courage de dire non au prélat. Mais la dernière fois, on a écouté également les révélations sur une autre chaîne privée du professeur Aimé Goguet, qui a dit qu'en fait, ils étaient partis aux premières consultations de la dynamique Monseigneur Kodjo, mais à un certain moment, ils ont dit qu'ils ne sont plus dans cette vision de la chose et autres là. Mais pourquoi? Et lorsque l'animateur posait la question au professeur Aimé Goguet, pourquoi n'avoir pas dénoncé cela? Ils ont dit qu'ils l'ont dénoncé sur les réseaux sociaux, bien à travers des communiqués. Moi, je crois que lorsqu'on est un acteur politique, c'est qu'on doit poser des actes et on doit les assumer. Ne pas poser les actes, ne pas voir les choses venir, surtout dans le sens négatif de la chose, se taire, se croiser les bras, parce que ce n'est pas votre personne qui a été identifiée, c'est tout cela qui nuit aujourd'hui à la classe politique, surtout celle de l'opposition. Et lorsque vous voulez arriver à un résultat dans votre mission, dans votre charge, bien dans vos actions, il faut que vous imposiez également une certaine discipline. Donc on ne voit pas cela. Donc certains nous ont dit que l'unicité d'action de la classe politique de l'opposition n'était
plus d'actualité. Mais alors que lorsque vous dispersez vos énergies, vous n'arriverez pas à faire face à votre adversaire politique, je dis qu'il n'est pas un ennemi. Très bien. Monsieur Credo, je vais peut-être partager hein, cette question des téléspectateurs avec vous. Bonsoir, j'apprécie bien cette émission, mais j'ai comme impression que Monsieur Credo est plus politique que journaliste. Non, je crois que c'est la personne qui n'a pas compris le sens même de cette émission. Nous sommes journalistes et nous faisons des analyses de l'actualité sociopolitique. Et c'est ça que je fais. Je n'ai aucun cas de membre d'un parti politique, mais je n'ai pas peur de dire ce que je pense et je le dis, je l'assumerai. Ce sont mes analyses. Et là aussi, je précise que mes analyses, je les porte et nous ne sommes pas obligés de voir, d'analyser les situations de la même façon. Très bien. Alors, ma question est de savoir si aujourd'hui, le pouvoir peut faire un feedback par rapport à la procédure déjà enclenchée contre le candidat Agbéomé Kodjo selon vous. Non, mais moi je crois que c'est le pouvoir judiciaire qui est en charge maintenant du dossier. Qui est en charge du dossier. Si le procureur de la République a pu saisir la présidente de l'Assemblée, donc c'est que la procédure doit aller à son terme. Et la présidente de l'Assemblée nationale aussi ne pouvait pas faire ombrage au bon déroulement de ce processus. Ce que les textes prévoient, c'est ce que la présidente de l'Assemblée a fait, notamment la mise en place de cette commission spéciale. Cette commission qui doit écouter le député Agbéomé Kodjo ou son représentant, statuer, aller en plénière. Et je crois que même si la commission spéciale a fait son travail à ses conclusions, la plénière doit débattre des conclusions et aller à un vote. Monsieur Credo, vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO, dans un communiqué, a adressé sa félicitation au président réélu. Alors, et cela va sans dire que la CEDEAO reconnaît alors la réélection de Faure Gnassingbé. Avant de venir à la déclaration du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, je voudrais préciser que pour cette élection présidentielle du 22 février, la CEDEAO avait dépêché une mission d'observation à long terme et à court terme. Donc la mission d'observation qui a été conduite par l'ancien président de la Sierra Leone a donné sa déclaration préliminaire. Et dans cette déclaration préliminaire, donc pour la CEDEAO, les élections ont été crédibles, se sont déroulées dans un climat apaisé et ont été transparents. Avec, disons, cette invite à la classe politique, à ceux qui... parce que la mission a également dit que les acteurs politiques, bien les candidats, devront s'en tenir aux résultats proclamés par la CENI et faire des recours dans le strict respect de la loi. Donc là, et je crois, lorsque nous étions à cette conférence de presse de déclaration préliminaire, l'ancien président sierra-léonais a été assez pointilleux et il a invité la classe politique à privilégier, disons, l'intérêt du Togo. Et surtout son adresse à toute la classe politique pour dire, si vous avez des recours, utilisez les voies de recours légales. Et je crois que c'est ce que M. Agbéomé Kodjo a compris en formulant des recours, mais des recours qui malheureusement n'ont pas prospéré devant les juges de la Cour constitutionnelle. Maintenant, j'en viens plutôt à la lettre de félicitations du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc je crois que le président nigérien ne s'est pas levé un beau matin comme ça pour adresser cette lettre de félicitations parce qu'il a eu le rapport de ces missions d'observation, il a eu le rapport également de la commission de la CEDEAO. C'est sur cette base que le président en charge de la conférence adresse les félicitations ou non à l'élu. Et vous avez vu, ce sont de chaleureuses félicitations. Chaleureuses félicitations, bien évidemment, mais si il faut donc partir du fait que ces rapports ne prenaient pas en compte que le déroulement du scrutin, le jour du scrutin et l'atmosphère du scrutin. Alors, en fond, on n'a pas parlé de la crédibilité du scrutin dans ces rapports. Non, mais moi, je vais te donner un peu l'ossature d'une déclaration préliminaire ou bien d'un rapport d'observation. Ça prend avant, le pendant et puis l'après. L'avant,
Donc, ce sont les missions préélectorales, les missions d'exploration, les missions à long terme, qui résident dans le pays sur une certaine durée, qui voient tous les tests légaux qui régissent la vie de la nation, et surtout en matière électorale. Maintenant, viennent s'ajouter des observateurs à court terme qui viennent renforcer les longs termes. Parce que les longs termes, c'est un groupe défini, où on a toutes les spécialisations possibles, des analystes médias, des analystes juridiques, des analystes politiques qui composent cette mission à long terme. Maintenant, la mission à court terme, ce sont également des experts électoraux. Ce sont des gens qui sont sur le terrain. Et vous savez, la force de la CEDEAO aussi, dans tout pays, dans tout espace de la région ouest africaine, c'est que la CEDEAO a toujours eu le plus grand nombre d'observateurs. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez eu la chance de sillonner de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, les observateurs de la CEDEAO étaient partout et les rapports de ces observateurs individuellement pris en équipe ont constitué, disons, la quintessence même de cette déclaration préliminaire. Mais très souvent, ces observateurs n'aiment pas se prononcer sur les questions liées à la crédibilité ou alors à la transparence du scrutin lorsqu'il s'agit de faire un rapport. L'observateur pris individuellement n'a pas mandat de s'adresser aux médias ni de répondre à des questions. Seul le chef de mission le fait. Et vous aurez remarqué que lorsque le chef de mission vient dans un pays, il fait le tour de tous les acteurs impliqués dans le processus, jusqu'au chef de l'État, celui qui conduit le processus. Et le président, l'ancien président sierra-léonais, n'a pas dérogé à la règle, donc il l'a fait. Maintenant, l'observateur individuel qui est sur le terrain au nom de la CEDEAO ne fera que rapporter ce qu'il a vu sur le terrain, sur tout le processus, du début jusqu'à la fin. Et c'est la somme de ces rapports qui fait, disons, l'essentiel de la déclaration préliminaire qui est suivie d'un rapport qu'on produit au niveau de la CEDEAO et qu'on adresse également à l'État membre qui a organisé les élections. Je dis ceci parce que l'Union africaine également était là comme observateur de ces scrutins. Ça veut dire que c'est avant, pendant et après. L'Union africaine aussi avait dépêché quand même des observateurs, pas sur un court terme aussi, c'est à long terme. Oui, l'Union africaine aussi était là avec l'ancien président malgache. Et là, je puis dire, je ne maîtrise pas totalement pour l'Union africaine, mais ce que je puis dire, lorsque nous avions fini la déclaration préliminaire de la CEDEAO, l'Union africaine, la mission d'observation, a également fait sa conférence de presse immédiatement. Et nous avons suivi, c'est les mêmes recoupements. C'est les mêmes recoupements. C'est les mêmes recoupements. Voilà. Et là, ce qu'ils ont vu également sur le terrain, ils ont eu l'opportunité de le dire. Mais quand la question a été posée quand même à la mission sur une certaine transparence ou alors des questions de fond ont été posées, la mission a pris quand même soin de signifier à la presse qu'ils ne sont pas, ou alors qu'elle n'était pas là pour la crédibilité ou alors la transparence, mais juste fait constater la nature, l'atmosphère dans laquelle le scrutin s'est passé. Vous savez, en tant que journaliste, nous avons des questions, nous avons tendance à dérouter les acteurs que nous avons en face. Lorsque vous êtes chef de mission d'observation électorale, vous n'avez pas la latitude de tout dire, de parler comme on doit parler au grand marché. Vous devez également suivre un certain nombre de canevas. Et le canevas, c'est ce qui fait le statut même de la déclaration préliminaire. Nous avions voulu que les chefs de mission aillent dans les détails, mais les détails là sont contenus dans un rapport qui est adressé. Donc on ne peut pas en vouloir aux missions d'observation. En termes de crédibilité, de transparence et puis de climat apaisé, toutes les missions ont été unanimes à reconnaître cela. Je rappelle que c'est la même mission aussi qui disait que la réclamation d'Agbéoumé Kodjo n'engage que lui, ou alors les résultats d'Agbéoumé Kodjo n'engagent que lui. Ça veut dire qu'en réalité, il avait quand même de la matière à fournir contre cette déclaration. Non, je ne comprends pas la situation de la même façon. Parce que lorsqu'on a posé les questions à l'ancien président malgache sur les résultats donnés, la fourchette de pourcentage donnée par M. Agbéoumé Kodjo, il a bien fait de répondre pour dire que ces résultats n'engagent que M. Agbéoumé Kodjo du moment où ce n'est pas à l'un des candidats de proclamer les résultats, même s'il est arrivé à faire les compilations à son propre niveau. Donc il a redirigé
les gens, l'opinion, surtout la presse, vers l'organe qui est habilité à donner les résultats provisoires. Et je crois qu'il a bien joué sa partition. Ce n'était pas des prérogatives du candidat Agbome Kodjo de dire que, de s'autoproclamer président élu avec une fourchette de pourcentage qu'on est incapable de prouver après par des procès-verbaux. Et on discutait de ces recours qui ont été formulés. Mais allez-y, ayez le courage d'aller du côté de la Cour constitutionnelle pour voir, pour demander. Juste, vous voulez savoir, ou bien vous voulez voir les preuves qui ont été adjoints à ces recours-là. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de matière. Credo Tété, votre mot de la fin. Oh, mon mot de la fin, donc, c'est remercier la RTDS pour ce plateau et dire aux gens, à tous ceux qui nous écoutent, nos téléspectateurs, téléspectatrices, que nous faisons l'exercice de la réflexion, de l'analyse, et nous ne sommes pas obligés de faire des analyses unidirectionnelles. Donc nous avons nos différentes façons d'apprécier les situations qui s'offrent à nous, et nous n'avons pas la science infuse, nous qui sommes habituellement sur ce plateau. Merci Credo Tété, vous êtes le directeur de publication du journal Medium. Merci d'avoir encore répondu à notre invitation à cette émission. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour le temps que vous nous accordez tous les mercredis, tous les samedis à suivre votre émission Grand Carrefour. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision de ta santé. À très bientôt. Bien, merci beaucoup.